Bonjour. Continuons donc l'histoire des théâtres parisiens. Vous vous souvenez que la semaine dernière, nous nous sommes arrêtés à l'époque révolutionnaire. Nous arrivons donc tout logiquement au consulat de Bonaparte et au Premier Empire. Le jeune Bonaparte était très amateur de théâtre, il les fréquentait, et il lui arrivait aussi d'emmener des troupes lors de ses campagnes militaires. Lorsqu'il y avait un événement important, il le faisait célébrer à Paris en organisant des spectacles auxquels le public était invité gratuitement. Et il aimait à ce point le théâtre qu'il faisait installer dans toutes ses résidences, à Saint-Cloud, à la Malmaison par exemple, un théâtre. Mais Napoléon est Napoléon, et lui, ce qu'il aime quand même, c'est l'ordre. Donc il veut aussi organiser les théâtres. Et tout, euh, tout ce qui contrevient à l'ordre, un peu de bruit à la sortie des théâtres, ou même un retard dans le lever du rideau, tout ça donne lieu à des injonctions. Il va même faire une ordonnance en 1802 qui va réglementer toutes les interdictions et toutes les précautions dont seront responsables les directeurs de théâtre. Mais il fait aussi quelque chose de très positif, puisque en 1805, il va compléter et clarifier la loi de 1791 sur les droits d'auteur. Napoléon est bien conscient que toutes ces salles qui se sont ouvertes en très grand nombre pendant l'époque révolutionnaire ont des problèmes et n'arrivent pas à assumer leurs frais de fonctionnement. Il va donc décider de rétablir le privilège, alors qui n'est plus le privilège royal mais le privilège impérial, qui autorise ou non l'ouverture des salles. Et il décidera ainsi qu'il ne restera plus que 8 salles de théâtre à Paris. Ça va faire 8 salles pour 800 000 habitants que compte à ce moment-là la capitale. Vous vous souvenez, sous Louis XIV, on avait 5 salles pour 500 000 habitants. Donc il y aura 4 salles subventionnées. Le théâtre français qui va devenir le théâtre de Sa Majesté l'Empereur, l'Odéon qui devient le théâtre de l'impératrice, l'opéra et l'opéra comique. Et il y aura aussi donc 4 théâtres privés qui seront autorisés. Le Vaudeville, les Variétés, la Porte Saint-Martin et le théâtre de la Gaîté. Là encore, la marque de Napoléon s'impose, car non seulement il décide quelles sont les salles autorisées, mais il va même jusqu'à préciser quel sera le répertoire auquel chaque salle devra faire place, et donc en exclusivité. Par exemple, le théâtre de la Gaîté est spécialement destiné aux pantomimes en tout genre, mais sans ballet, arlequinade et autres farces, dans le goût de celles données autrefois dans ce théâtre. Donc vous voyez que rien n'est laissé au hasard. Napoléon, donc, comme je disais, emmène des troupes de comédiens dans ses campagnes militaires, et c'était aussi le cas, par exemple, pendant la campagne de Russie. Pour vous dire à quel point Napoléon attachait de l'importance au théâtre, pendant le siège de Moscou en 1812, alors que Moscou est en flammes, Napoléon prend encore le temps de rédiger un décret qui va réglementer le fonctionnement de la Comédie Française jusqu'en 1980. En succédant à l'époque napoléonienne, la Restauration va en quelque sorte libéraliser le théâtre, et des salles qui avaient été fermées vont pouvoir rouvrir. Les salles de théâtre se concentrent alors principalement sur 2 endroits. Le boulevard du Temple, où on va trouver le théâtre des Funambules, le cirque olympique ou les folies dramatiques. Et les grands boulevards qui vont du Palais Royal jusqu'à la Porte Saint-Martin. Donc le théâtre de la Porte Saint-Martin, par exemple, libéré de ses contraintes de répertoire, va être très apprécié par les romantiques, et c'est là qu'ils feront jouer leurs pièces, par exemple comme Victor Hugo.
Il y a aussi le théâtre du Gymnase, le théâtre des Variétés ou le théâtre du Palais Royal qui est reconstruit et qui est à l'époque presque à l'identique de ce qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y a plus d'opéra à Paris et Louis XVIII va faire construire un bâtiment provisoire qu'on appelle l'Opéra Pelletier. Louis XVIII va aussi innover, et c'est important, il va accorder le privilège à un certain Pierre Seveste d'ouvrir des théâtres en dehors de Paris, en dehors de l'enceinte de Paris, donc dans les communes aux alentours. C'est ainsi que vont apparaître 5 théâtres: le théâtre de Montmartre, de Montparnasse, de Belleville, des Batignolles et de Grenelle. Ces endroits étaient à l'époque des communes à part entière. Comme nous le savons, l'urbanisme, c'est la grande affaire de Napoléon III. Et évidemment, malheureusement, il y a des théâtres qui vont être détruits, tout comme des immeubles ou d'autres bâtiments, pour organiser les rues et les places selon les plans d'Haussmann. C'est par exemple le cas du cirque olympique qui est détruit pour permettre le percement du boulevard Voltaire. Mais bien sûr, il va y avoir d'autres constructions. Et à l'occasion, par exemple, de l'aménagement de la place du Châtelet, il y aura la construction de 2 grands théâtres. Le nouveau théâtre lyrique, qui est aujourd'hui le théâtre de la ville, et le théâtre impérial du Châtelet, qui porte toujours le nom de Châtelet. C'est à l'époque la plus grande salle de Paris, avec une scène aussi d'une taille très importante et beaucoup d'installations innovantes qui permettront de faire des grands spectacles et même de la pyrotechnie. Seul rescapé du boulevard du Temple, c'est le théâtre des Jazets que vous connaissez peut-être encore maintenant. Évidemment, la grande construction de l'époque de Napoléon III, c'est l'opéra, qui porte le nom de son architecte, l'opéra Garnier, et qui fut inauguré en 1875 après une quinzaine d'années de travaux. En 1864 est aboli le privilège autorisant ou non l'ouverture des salles. Donc évidemment, cela va favoriser l'ouverture et la création de nouveaux théâtres, même si la censure sur les pièces existe toujours. Et ainsi, entre 1870 et le début du XXe siècle, le nombre de salles parisiennes va passer de 30 à 43. Alors, le XXe siècle ouvre sur la Belle Époque, donc une période particulièrement gaie, avec des grands salons, les expositions universelles, etc. C'est aussi l'apparition du cinéma, mais cependant, l'engouement du public pour le théâtre ne se dément pas. Ce qu'il y a de particulier entre la fin du 19e et le début du 20e, c'est l'importance que vont prendre, par exemple, certaines très grandes comédiennes qui jouissent d'une réputation extraordinaire. On les appelle des monstres sacrés. Et c'est par exemple Sarah Bernard qui va prendre la direction du théâtre de la Renaissance avant de prendre la direction du nouveau théâtre lyrique qui, pendant 60 ans, va porter son nom, Théâtre Sarah Bernard, avant de devenir le théâtre de la ville. C'est la même chose pour Réjane, qui va ouvrir et diriger le nouveau théâtre en 1891. Ce théâtre va ensuite prendre son nom et on le connaît aujourd'hui sous le nom du Théâtre de Paris. Donc, au confluent des 2 siècles, entre la fin du 19e, la toute fin du 19e et puis disons jusqu'à la guerre de 14, il y a encore certaines salles qui sont ouvertes, comme le théâtre de l'Œuvre, le théâtre Antoine par exemple. Après la Deuxième Guerre mondiale, nouvelle évolution, mais dans des directions un petit peu différentes. C'est-à-dire qu'il va y avoir encore l'ouverture de nouvelles salles, mais ce sont plutôt des petites salles.
Et là, ce ne sont plus les comédiens qui vont être à la tête, mais plutôt les metteurs en scène, hein, qui vont prendre la direction des théâtres et qui vont impulser, hein, un nouvel élan pour les salles parisiennes. Euh, donc, ouverture de nouvelles salles à Paris, tout particulièrement sur la rive gauche. Par exemple, le théâtre de la Huchette, où, vous le savez, hein, depuis des dizaines d'années est jouée en continu la cantatrice chauve, ou aussi le théâtre de Poche Montparnasse, qui verra les débuts du grand metteur en scène Jean Vilar. Jean Vilar va prendre ensuite, vers 1950, la direction du Théâtre national populaire, hein, autrement dit c'est le théâtre de Chaillot, qui avait été construit à la place du Trocadéro. Euh, on va avoir apparaître aussi des nouveautés dans les années 1960. C'est l'apparition des cafés-théâtres. Alors, les cafés-théâtres, ce sont des petites salles, hein, qui présentent plusieurs courts spectacles, par exemple chaque soir, et qui vont donner leur chance ainsi à des débutants ou à des humoristes. Euh, la concurrence étant ce qu'elle est, les théâtres privés vont s'associer et ils vont pouvoir ainsi se moderniser et ils vont aussi s'ouvrir à la création de pièces nouvelles. Mais ce qui est très important, c'est la politique culturelle de l'État à l'époque, hein, qui va pousser dans les années 1960 à la création de nombreux théâtres subventionnés, à la fois dans tous les arrondissements, mais aussi dans toutes les villes de banlieue et d'une manière générale dans toute la France. La ville de Paris s'associe aussi et on va voir ainsi un théâtre 13, un théâtre 14 ou bien la construction du carré Sylvia Montfort dans le parc Georges Brassens. Même le 20e arrondissement, qui a été plutôt déshérité à l'époque, va voir la construction du théâtre de l'Est parisien avec son metteur en scène Rétoré, ou le théâtre de la Colline plus récemment, hein, qui connaît toujours un grand succès. C'est difficile de construire des théâtres dans Paris et donc il y a des lieux qui vont être transformés en théâtre. C'est ce que fait Ariane Mouchkine quand elle installe le théâtre du Soleil dans la cartoucherie du Bois de Vincennes. C'était un endroit militaire désaffecté. Elle sera suivie par d'autres théâtres qui vont s'installer dans les bâtiments. De même, en 1974, Peter Brook s'installe dans un vieux théâtre à l'italienne, les Bouffes du Nord. Un autre grand comédien et metteur en scène, Jean-Louis Barrault, va d'abord s'installer à l'Élysée-Montmartre, puis dans la gare d'Orsay avant qu'elle ne devienne un musée, avant de s'installer définitivement dans la patinoire de Paris, qui est aujourd'hui donc le théâtre du Rond-Point. Donc pas beaucoup de place pour construire de nouveaux théâtres. Les rares exceptions, c'est par exemple la 3e salle de la Comédie Française, le petit studio théâtre, hein, construit à l'occasion de l'aménagement du Grand Louvre, ou bien évidemment le théâtre populaire de l'Opéra Bastille. Voilà. Eh bien, je vous souhaite, hein, de pouvoir retourner, et je nous souhaite aussi de pouvoir retourner très prochainement au théâtre. Et quel que soit notre goût, je suis sûre que nous trouverons toujours un répertoire pour nous procurer beaucoup de plaisir. Au revoir.